Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui une vidéo sur la stabilité des atomes. Comment est-ce que on peut stabiliser des atomes? Donc premièrement, on va voir justement comment se forment les ions. On l'a déjà vu rapidement dans la vidéo précédente. Et ensuite comment se forment les molécules. Comment et pourquoi surtout. Donc la formation des ions. Pour savoir pourquoi se forment des ions et pourquoi se forment des atomes, des molécules à partir d'atomes, il faut savoir qu'un atome, de manière générale, n'est pas stable. Pour être stable, un atome doit avoir sa couche de valence saturée. Je vous rappelle que la couche de valence, c'est la dernière couche qui contient des électrons. Forcément, les couches précédentes sont déjà remplies, donc saturées, remplies d'électrons. Donc pour qu'un atome soit stable, il faut que sa dernière couche soit aussi saturée, remplie d'électrons. Ce qui n'est pas le cas de la majorité des atomes. On verra tout à l'heure que seuls les gaz nobles ou gaz rares sont dans ce cas. Tous les autres ne sont pas dans ce cas-là. Donc il y en a quelques-uns. Donc ça veut dire que tous les autres atomes ne sont pas stables et vont chercher à devenir stables. Et pour ça, pour chercher à devenir stable, ils vont chercher à ressembler au gaz noble le plus proche de leur configuration électronique. Et dans ce cas, ils vont soit chercher à leur ressembler en gagnant ou en perdant des électrons. Ils vont former des ions. Par exemple, s'il leur manque 2 électrons pour que leur couche soit saturée, ils vont essayer de gagner ces 2 électrons. Et s'ils ont 2 électrons seulement sur leur couche de valence, par exemple, il leur manquera 6 électrons. C'est un peu trop, donc le mieux ce sera de perdre 2 électrons. Donc on va donner 2 exemples ici. L'exemple de l'atome de chlore. Donc, ici je vous ai dit qu'il formait l'ion Cl-, l'ion chlorure. Comment est-ce que je le sais? On peut le savoir grâce à cette méthode. Donc l'atome de chlore, on a vu tout à l'heure, plutôt dans la vidéo précédente, qu'il avait 17 électrons, 17 protons dont 17 électrons. S'il a 17 électrons, ils vont être structurés selon la configuration électronique 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Donc est-ce que la couche de valence est remplie? D'abord, quelle est-elle cette couche de valence? La couche de valence, c'est la couche numéro 3. Donc 3s2, 3p5. Est-ce qu'elle est remplie? Non. Pourquoi? Parce que la 3p peut contenir un maximum de 6 électrons. Donc il manque un électron. Donc, pour qu'il soit stable, cet atome, il faut qu'il gagne un électron. Donc il faut qu'il soit 3p6. Et qu'il atteigne justement la configuration électronique de l'argon, qui est le gaz noble le plus proche. Et dans ce cas-là, sa couche de valence est saturée. Et s'il a gagné un électron, il devient un anion Cl-, parce qu'il a gagné un seul électron. S'il avait gagné 2 électrons, ça aurait été Cl2-. Mais ici, c'est un seul électron. Autre exemple, le magnésium. Donc l'ion magnésium Mg2+, pourquoi est-ce que c'est Mg2+, et pas Mg3+, ou Mg2-? Parce que l'atome de magnésium a 12 protons dans son noyau, donc il a 12 électrons autour de son noyau, pour qu'il soit électriquement neutre. À partir de là, est-ce que cet atome est stable? Il est stable à une seule condition, à la condition que sa couche de valence soit saturée. On va faire sa configuration électronique. C'est 1s2, 2s2, 2p6. Donc il y a 2 électrons en 1s, 2 électrons en 2s, 6 électrons en 2p. Ça fait 10 électrons en tout. Il reste 2 électrons pour avoir 12 en tout. Donc 3s2. Est-ce que sa couche de valence est remplie? Faites attention ici. La couche de valence, c'est la couche numéro 3. C'est la couche qui contient les derniers électrons. Donc c'est la couche numéro 3. Est-ce que la 3 est remplie? Non, la 3s est remplie. C'est la sous-couche 3s qui est remplie, pas la couche 3. Parce qu'il n'y a pas 3s, 3p. Dans ce cas, Mg n'est pas stable. Pour se stabiliser, il va devoir remplir sa couche de valence. Ça voudra dire qu'il devra soit remplir la 3p, soit vider la 3s pour que la couche de valence devienne la 2, la couche numéro 2 et qui est déjà remplie. Donc, pour remplir la p, il faut gagner 6 électrons, alors que pour vider la s, il faut perdre 2 électrons.
C'est plus simple de perdre 2 électrons que d'en gagner 6. Donc, cette fois-ci, l'ion magnésium va perdre 2 électrons. Donc sa configuration électronique, ce sera 1s2. Ça bug un petit peu. Non, ça ne bug pas. Donc, ici, il va perdre ces 2 électrons-là. Et sa configuration électronique, ce sera 1s2, 2s2, 2p6. Et j'ai mis 3s0 ici pour se rendre compte qu'il a perdu les 2 électrons qui étaient en 3s. En réalité, on pourrait ne rien mettre. Mais on met 3s0 pour montrer qu'il a perdu ses électrons. Et comme il a perdu 2 électrons, il devient donc positif. Il y a plus de protons que d'électrons. Combien de plus? 2 protons de plus que d'électrons. Donc il devient Mg de plus. Donc ça, c'est pour la formation des ions, anions ou cations. Deuxième façon de stabiliser un atome, c'est en mettant en commun leurs électrons avec d'autres atomes. Et cette fois-ci, c'est la formation de molécules. Donc, premièrement, on va gagner ou perdre des électrons. Le but, c'est que la couche de valence soit remplie. Mais gagner ou perdre des électrons, ce n'est pas le seul moyen. Il y a un autre moyen, c'est de s'assembler pour mettre en commun des électrons. Comme ça, si moi j'ai 4 électrons et que toi tu en as 4 aussi, on en aura 8 en tout. Et 8, ça remplit la couche de valence si c'est la couche numéro 2 ou 3. Pourquoi? Parce que la couche numéro 2, c'est 2s et 2p. Dans la s, il y a 2 électrons, dans la p, il y a 6 électrons. Donc 2 plus 6, ça fait bien 8. Et il faut 8 électrons pour remplir la couche numéro 2 ou numéro 3, alors qu'il en faut seulement 2 pour remplir la couche numéro 1. Revoyez le cours précédent pour si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire. Donc, comment est-ce qu'on va former la molécule HCl, donc chlorure d'hydrogène? On a un atome de chlore, on a un atome d'hydrogène. Est-ce que ces atomes sont stables? S'ils étaient stables, ils n'auraient pas besoin de s'assembler. Ils sont bien tout seuls. Donc dans ce cas-là, pas besoin de perdre ou de gagner des électrons, ni de partager des électrons. Ici, leur couche de valence n'est pas remplie. Il y a une petite case vide ici. Pareil pour lui. Donc soit lui va piquer un électron à lui, dans ce cas-là, il va devenir un ion, et lui aussi. Soit, il y a une deuxième possibilité, c'est de partager les électrons. Donc lui, il va partager son électron au chlore, et lui va partager son électron à l'hydrogène. Mais s'il le faisait comme ça, donc si lui donnait son électron et lui donnait son électron ici, ben on reviendrait au même en fait. Ils auraient toujours un manque, mais dans la case d'après. Mais ici, c'est pas ce qui va se passer. Ils vont se rapprocher jusqu'au point où c'est comme si que les 2 électrons étaient remplis pour les deux. Et dans ce cas-là, c'est comme s'ils avaient un compte en commun où ils mettaient chacun les 2 électrons. Donc les 2 électrons appartiennent aux deux. Ils n'appartiennent pas à un ou à l'autre. Et ça, c'est ce qu'on appelle la liaison covalente. C'est ces 2 électrons qui sont mis en commun qui vont permettre aux 2 atomes de se lier. Liaison covalente, pourquoi? Parce que ça lie 2 atomes. Et covalente, pourquoi? Parce que c'est un partage, ça veut dire partage, des électrons de la couche de valence. Donc une molécule, c'est un assemblement d'atomes liés entre eux par des liaisons covalentes, qui est un partage par chacun des 2 atomes d'un électron célibataire de leur couche de valence. On verra après ce qu'est un électron célibataire juste après. Deuxième exemple, la formation de la molécule d'eau, H2O. Dans la molécule d'eau, on a un oxygène et 2 hydrogènes. L'atome d'oxygène n'est pas stable parce qu'il lui manque 2 électrons pour que sa couche de valence soit remplie. Et chacun des 2 atomes d'hydrogène n'est pas stable parce qu'il leur manque un électron pour que leur couche de valence soit remplie. Donc, l'oxygène et l'hydrogène vont se partager les électrons. Et finalement, leur couche de valence sera remplie. Donc on a 2 liaisons covalentes qui sont, je reviens en arrière, on a 2 liaisons covalentes ici. Donc finalement on aura OHO, H2O. Et on va voir comment s'écrit cette molécule à l'aide
de la formule de Lewis tout à l'heure. Donc c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Premièrement, pour que les atomes soient stables, il faut que leur couche de valence soit saturée. Si la couche de valence c'est la couche numéro 1, et ça c'est vrai pour les atomes de numéro atomique inférieur à 4, donc si leur couche de valence c'est la couche numéro 1, dans ce cas-là, ils cherchent à avoir 2 électrons sur leur couche de valence. Si leur couche de valence c'est la couche numéro 2 ou 3, il leur faut 8 électrons sur leur couche de valence, 2s2, 2p6, pour qu'elle soit saturée. 2 plus 6, ça fait 8. Ou 3s2, 3p6, ça fait 8 aussi. Donc, si leur couche de valence est la couche numéro 1, pour les atomes de numéro atomique inférieur à 4, ils doivent respecter la règle du duet. Duet, 2 électrons sur la couche de valence. Pour les atomes dont le numéro atomique est compris entre 5 et 18, c'est la plupart des atomes, avec lesquels on va travailler en tout cas, il faut qu'ils aient 8 électrons sur leur couche de valence, donc règle de l'octet. Ils doivent respecter la règle de l'octet. Oct pour 8. Comme un octogone, c'est une figure à 6 côtés. Et là, on va voir justement que la configuration électronique de chacun des atomes est liée au tableau périodique. Donc la façon dont Mendeleïev et par la suite comment ça a été affiné, comment est-ce que Mendeleïev a rempli ce tableau. Donc la couche numéro 1, on se rend compte de quoi? On se rend compte que c'est la couche numéro 1 qui est en train de se remplir. Donc pour la ligne numéro 1 du tableau périodique, c'est la couche de valence. La couche de valence, c'est la couche numéro 1. Pour la deuxième ligne, la couche de valence, c'est la couche numéro 2. 1s2, 2s1, 2s2, 2s2 p1, etc., etc. Donc la couche qui est en train de se remplir, c'est la couche numéro 2. La couche de valence, c'est la couche numéro 2. Et pour la ligne numéro 3, la couche de valence, c'est la couche numéro 3. Donc c'est pour ça, en fait, qu'il l'a mis en respectant des lignes dans son tableau. Et les colonnes, à quoi est-ce qu'elles correspondent? La colonne numéro 1, c'est la famille des alcalins. Pourquoi est-ce qu'on a donné un nom de famille à une colonne? Une famille, en général, ce sont des personnages qui ont des points en commun. Donc, ici, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Tous ces atomes, c'est, vous voyez, S1, S1, S1. Donc, ils ont un électron sur leur couche de valence. Dans la colonne numéro 2, S2, S2. Donc, colonne numéro 2, il y a 2 électrons sur la couche de valence. Colonne numéro 3, S2P1. Donc, il y a 3 électrons sur la couche de valence. 4 pour la colonne numéro 4, 5 pour la colonne numéro 5, etc., etc. Et on remarque quoi? La dernière colonne, c'est ce qu'on appelle les gaz rares ou gaz nobles. Pourquoi? Parce que 1s2, la couche de valence est remplie. 2s2, 2p6, la couche de valence est remplie. 3s2, 3p6, la couche de valence est remplie. Donc ça, ce sont des atomes qui sont stables. Ils n'ont pas besoin de former des ions, donc de gagner ou de perdre des électrons. Ils n'ont pas besoin de s'associer à d'autres atomes pour former des molécules. Pourquoi? Parce que les atomes qui forment des ions ou des molécules le font pour se stabiliser. Eux, ils sont déjà stables, ils n'ont pas besoin de ça. Donc ça, c'est ce que je viens de dire. La colonne numéro 2, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que 2s2 ou 3s2 par exemple, pour leur couche de valence. Ça veut dire que pour qu'ils soient stables, ils ont besoin de perdre 2 électrons. Comme ça, le beryllium va se retrouver avec la configuration électronique de l'hélium. Le sodium va se retrouver avec la configuration électronique du néon. Et il va être stable. Pas le sodium, le magnésium, pardon. Et dans ce cas-là, comme il perd 2 électrons, l'ion, ça va être X2+, donc Mg2+, ou Be2+. Pour la colonne numéro 1, ils ont besoin de perdre un seul électron, S1, S1, pour avoir la configuration électronique des gaz nobles les plus proches. Donc ça va être Li+, Na+, H+. Pour la colonne numéro 6,
ils ont besoin de gagner 2 électrons pour arriver à avoir la stabilité du gaz noble le plus proche. Donc ça va être X2-. Et pour les halogènes, ils ont besoin de gagner un électron, S2P5. Donc pour arriver à S2P6, il faut gagner un électron. Donc ça va être X-. Donc F-, Cl-. Les halogènes, leur nom d'ion, ce sera halogénure. Donc fluor, c'est le fluorure. Chlore, ça va être le chlorure, l'ion chlorure. Alors que eux, on vient de le dire, ils sont stables. Pourquoi est-ce que l'hélium, est-ce qu'on le met ici? Pourquoi est-ce qu'on ne le met pas ici? Alors que c'est NS2. Normalement, il devrait être ici. Pourquoi est-ce qu'on l'a mis là? Parce que dans la couche numéro 1, il n'y a qu'une seule sous-couche. La sous-couche S. Il n'y a pas de sous-couche P. Pourtant, l'hélium est stable. Donc on aurait pu le mettre là, mais on l'a mis avec E parce que il est stable comme eux, donc il va réagir de la même manière qu'eux. Ensuite, pour les molécules, de la même manière, on verra tout à l'heure que eux peuvent former une liaison, eux aussi. Eux peuvent former 2 liaisons, 3 liaisons, 4 liaisons, mais on verra après, alors qu'eux, ils sont stables. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut dire que ça, c'est le bloc S. Pourquoi? Parce qu'on est en train de remplir, c'est le NS1, NS2. Donc on remplit la sous-couche S. Alors que ici, on remplit la sous-couche P. Si vous voyez le vrai tableau périodique, ici, il y a un trou, mais en bas, c'est rempli. Donc à cet endroit-là, ça va être le bloc D. Pourquoi? Parce qu'on remplit la sous-couche D. Mais ça, vous le verrez plus tard. Comment est-ce qu'on peut savoir la structure électronique d'un atome, donc le nombre d'électrons d'un atome, juste en connaissant le numéro de sa ligne et de sa colonne? Donc si je vous dis par exemple, imaginez que vous ne connaissiez pas le soufre. Vous ne savez pas que ici c'est 16. Je vous dis que c'est la ligne numéro 3 et la colonne numéro 6. La ligne numéro 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà que sa couche de valence, c'est la couche numéro 3. On sait déjà qu'on a un S2, 2 S2, 2 P6. Donc on sait déjà qu'on a 10 électrons, au moins. Et ensuite, on commence à 3. Et on a 6, la colonne numéro 6, ça veut dire qu'il a 6 électrons sur la couche de valence. Donc 3s2, 3p4, ça fait 6. Donc vous pouvez connaître la structure électronique d'un atome rien qu'en connaissant sa ligne et sa colonne, donc sa position dans le tableau périodique. Donc vous savez que ça fait 16 ici. Pourquoi? 2 plus 2, 4 plus 6, 10, plus 2, 12, plus 4, 16. Et ça, c'est vrai pour tous les atomes. Donc Mendeleïev, comment est-ce qu'il a fait pour classer son tableau? Exemple, ici, il avait un tableau, il a commencé justement par se dire que on va classer ces éléments chimiques qu'il connaissait à l'époque par masse atomique. S'il connaissait des éléments chimiques, c'était leur masse atomique et la façon dont ils réagissaient avec d'autres éléments. Donc il les a classés par masse atomique, comme ça. Et il s'est rendu compte par exemple que l'hélium, le néon, l'argon, le krypton, ils avaient des similitudes. Il s'est rendu compte que l'azote, le phosphore, l'astate par exemple, ils avaient aussi des similitudes, etc., etc. Donc en fait, moi j'ai mis des couleurs, lui il a peut-être pas mis des couleurs, mais en tout cas il les avait en tête, ces similitudes. Donc finalement, il a mis les uns sous les autres les atomes qui avaient des similitudes. Donc comme le lithium a une similitude avec l'hydrogène, il l'a mis en dessous. Et il a continué sa ligne. Ensuite, qui d'autre a une similitude avec le lithium? Le sodium. Donc quand on arrive au sodium, on saute une ligne. Ensuite, ça va être le potassium. On saute une ligne, sauf que là, il y a eu un petit problème. Donc là, il l'a fait avec le calcium. Bon, moi, c'est moi qui l'ai fait comme ça en réalité. Donc regardez ici, si on fait ça comme ça, moi ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai pris cette partie-là, je l'ai mise là. Ensuite, toute cette partie-là, je l'ai mise en bas. Ensuite, toute cette partie-là, je l'ai mise en bas. Ensuite, ça en bas. Donc j'ai fait 4 colonnes. Sauf qu'on se rend compte d'une chose. Certaines choses ne sont pas à leur place.
Donc lui, il doit aller ici. Il est violet. Lui, il doit aller ici. Ça veut dire que lui et lui, ils ont été intervertis. Pourquoi? Parce qu'avant, Mendeleev, justement, avait fait son tableau selon les masses atomiques. Il ne connaissait pas la structure atomique. Il ne savait pas qu'il y avait des protons, des neutrons, des électrons. Donc il n'avait que la masse. Après, on a su qu'il y avait des protons, des neutrons, etc. Donc, finalement, le potassium a plus de protons que l'argon, donc il vient après. Donc c'est pour ça que l'argon est ici et que le potassium est ici. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? L'astate, il est jaune, comme le phosphore. Le sélénium est rouge, comme le soufre, etc., etc. Donc en fait, ça doit se mettre comme ça. Donc on a deux cases vides ici. Quand il s'est rendu compte de ça, Mendeleïev, il s'est dit, si j'ai deux cases vides dans mon tableau, c'est que sûrement qu'il y a deux éléments chimiques qui doivent exister et qu'on n'a pas encore découvert. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? Ces deux éléments, je peux connaître à peu près leur masse. Cet élément et cet élément ont une masse comprise entre 40,08 et 74,92, premièrement. Et qu'est-ce qu'il peut dire d'autre? Que cet élément a les mêmes caractéristiques que le bore et l'aluminium, et que cet élément a les mêmes caractéristiques que le carbone et le silicium. Donc il a appelé cet élément l'EK aluminium et cet élément l'EK silicium, pour dire qu'ils avaient les mêmes caractéristiques. Et finalement, il s'est avéré qu'il avait raison. Donc il a prévu l'existence de deux éléments chimiques qui ont été découverts par la suite grâce à son tableau. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je ne vais pas aller plus loin. Et ça, je vous l'ai déjà dit aussi. Donc, sur une même colonne, on a le même nombre d'électrons de valence, ce qui constitue une famille chimique. Donc, ici, vous avez le bloc S. Ici, vous avez le bloc P. Et vous verrez plus tard que ça, c'est le bloc D. Et ça, c'est le bloc F. Parce que ça va être la sous-couche D, sous-couche F, que vous verrez à l'université si vous continuez la physique-chimie. Ensuite, donc, si vous avez compris tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, le reste va être assez simple. On va voir maintenant le symbole de Lewis des atomes. Commençons par l'atome d'hydrogène. On sait que sa configuration électronique, c'est 1s1. Donc la couche de valence, c'est la couche numéro 1. Elle contient un seul électron. Cet électron, il est tout seul dans la case. Donc on va dire que c'est un électron célibataire. Si c'est un électron célibataire, on va alors représenter le symbole de l'hydrogène avec le symbole de l'hydrogène, H, en majuscule, et un point, pour représenter l'électron célibataire. Ce point-là, vu que c'est un électron célibataire, il va chercher à s'associer à un électron célibataire d'un autre atome pour former une liaison covalente entre deux atomes. Donc, l'hydrogène peut former une liaison. Il va former une liaison et ici, il y aura un autre atome. Mais le symbole de Lewis, c'est celui-ci, hein, retenez bien ça. Ensuite, le carbone, sa configuration électronique, c'est 1s2, 2s2, 2p2. Sauf qu'on a vu que c'était une exception. Et on a vu que c'était en réalité 2s1, 2p3. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est par rapport à ce qu'on va voir tout de suite. Parce que le carbone, sa couche de valence, c'est la couche numéro 2. Et sur cette couche de valence, il y a 4 électrons célibataires. Comme il y a 4 électrons célibataires, il va pouvoir former 4 doublés liants, ou liaisons covalentes. Donc il y a 4 électrons célibataires, on va mettre un point ici, un point ici, un point ici, un point ici. Ça, c'est le symbole de Lewis du carbone. Si on avait laissé 2s2, 2p2, on aurait mis 2 points ici, et un point ici, un point ici. Ça veut dire qu'il n'aurait eu que 2 électrons célibataires. Ici, ça aurait été un doublé liant. Je vais expliquer ce que c'est après. Et il aurait pu former que 2 liaisons, ce qui est faux. Ensuite, ça je viens de le dire, l'oxygène.
quel est son symbole de Lewis? Sa structure électronique, c'est 1s2, 2s2, 2p4. Donc, 1s2, 2s2, 2p4. J'ai mal rempli, mais peu importe. Sa couche de valence, ça va être laquelle? Ça va être la couche numéro 2. Il y a 2 électrons célibataires, et ici, ils ne sont pas célibataires. Ils sont ensemble. Il y a 2 électrons ensemble et 2 électrons ensemble. On appelle ça un doublet. Est-ce que ce doublet va servir à faire une liaison? Non. Vu qu'ils sont déjà ensemble, ils ne vont pas chercher à s'accoupler, à se mettre avec un électron célibataire d'un autre atome. Ils sont déjà ensemble. Donc, ça va être des doublets non liants. Ils ne vont pas former de liaison. Comment est-ce qu'on note, comment est-ce qu'on symbolise des doublets non liants? Avec des traits. Donc 2 électrons célibataires pour l'oxygène et 2 doublets non liants, donc 2 traits comme ça. Après, peu importe que vous pouvez mettre un point ici, un trait ici, peu importe. Donc ça, en fait, on s'accommode selon l'organisation de la molécule. Ensuite, l'atome d'azote. On avait vu que c'était 1s2, 2s2, 2p3. Donc 1s2, 2s2, 2p3. Donc, sur la couche de valence, on a 3 électrons célibataires. Donc, on regarde toujours la couche de valence. Les couches précédentes ne servent à rien pour ce qui est du symbole de Lewis et pour ce qui est des liaisons que peuvent former les atomes. Donc, 3 électrons célibataires et un doublet non liant. Donc, comment est-ce qu'on va noter le symbole de Lewis de l'atome d'azote? Avec un doublet non liant, donc un trait, et 3 points pour les électrons célibataires. Donc l'azote pourra former 3 liaisons. Ensuite, l'atome de chlore. Sa configuration électronique, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Sa couche de valence, c'est la couche numéro 3. Elle contient 7 électrons. 3s2, 3p5. Il y a un seul électron célibataire sur la couche de valence et il y a 3 doublets non liants. Donc, l'atome de chlore va se noter, son symbole de Lewis en tout cas, va se noter Cl avec un point et 3 doublets non liants. Donc l'atome de chlore pourra former une seule liaison, comme l'hydrogène. On récapitule, l'hydrogène forme une liaison covalente, on dit qu'il est monovalent. C'est forcément une liaison simple. L'atome d'oxygène forme obligatoirement 2 liaisons covalentes. On dit qu'il est bivalent ou divalent. Donc il va former soit 2 liaisons simples, comme dans la molécule d'eau, avec 2 liaisons OH, soit une liaison double, comme dans la molécule de dioxyde de carbone ou de dioxygène, OO. L'atome d'azote peut former 3 liaisons covalentes. On dit qu'il est trivalent, parce qu'il a 3 électrons célibataires. Donc soit c'est 3 liaisons simples, soit une double et une simple, donc 2 plus 1, ça fait 3, soit une triple. On ne va pas au-delà du triple, ça n'existe pas les liaisons quadruples ou quintuples. Et l'atome de carbone forme obligatoirement 4 liaisons covalentes. On dit qu'il est tétravalent, soit 4 simples, soit une double et 2 simples, donc 2 plus 2 ça fait 4, soit 2 doubles, 2 et 2 ça fait 4, soit une triple et une simple, 3 et 1 ça fait 4 aussi. Donc voilà à retenir, ça c'est vraiment important. Retenez bien les symboles de Lewis de ces atomes-là, carbone, hydrogène, oxygène, azote et même chlore, et retenez le nombre de liaisons qu'ils peuvent former. Quelques exemples de molécules. Donc, la molécule de chlorure d'hydrogène, on l'a déjà vu tout à l'heure. Comment est-ce qu'elle se forme? On a le symbole de Lewis de l'hydrogène et celui du chlore, 2 électrons célibataires qui vont s'associer. Et on a vu tout à l'heure que 2 électrons, on faisait une barre, comme pour les doublets non liants. Un doublet non liant, c'est 2 électrons. Sauf qu'ils font partie du même atome. Là, c'est 2 électrons qui font partie de 2 atomes différents. C'est pour ça qu'ils vont lier les 2 atomes. C'est comme si je vous disais 2 personnes se lient, ils vont se marier, donc ils vont faire en sorte que 2 familles vont s'associer. Donc ça revient même. L'atome, c'est la famille, et l'électron, c'est la personne qui se marie. Donc finalement, on a une liaison covalente ici. La molécule d'eau. On a
un oxygène et 2 hydrogènes. Donc ici, on va avoir une liaison covalente ou un doublet liant, et ici aussi. Ils vont s'associer de cette manière-là. Finalement, la molécule d'eau va s'écrire comme ça. Ça, c'est le symbole de Lewis, pardon, c'est le schéma de Lewis, ou la formule de Lewis de ces molécules. Ensuite, l'ammoniac, c'est NH3, donc il y a un azote et 3 hydrogènes. Donc, comme tout à l'heure, les électrons célibataires vont s'associer de cette manière, et finalement, le symbole le schéma de Lewis ou la formule de Lewis de l'ammoniac va être NH3 de cette manière-là. N'oubliez pas le doublet non liant, toujours. Pareil pour CH4, on a un carbone et 4 hydrogènes, donc les liaisons vont se faire de cette manière-là. Donc CH4, ça va être ça. Pour le diazote, attention, un petit piège, on a un atome d'azote et un deuxième atome d'azote. Donc, comment vont s'associer les électrons? 2 par 2. Un ici, un couple ici, un autre ici, un autre ici. Par contre, on ne va pas mettre les liaisons comme ça, en haut et au milieu. On va simplement mettre les 3 liaisons ensemble, entre les deux atomes d'azote. Donc c'est une liaison triple pour le diazote. Maintenant, on a vu la façon d'écrire une molécule grâce à la formule de Lewis, ou le schéma de Lewis. Mais il y a d'autres façons de l'écrire. Soit on écrit une molécule avec tous les doublets. Donc ici, justement, je vais revenir sur les règles de l'octet et du duet. L'hydrogène, c'est un atome qui a un numéro atomique inférieur à 4, donc il doit respecter la règle du duet, donc il doit avoir 2 électrons autour de lui. Cette liaison-là, c'est 2 électrons, donc il a bien 2 électrons autour. Pareil pour lui, etc., etc. Donc tous les atomes d'hydrogène ont une seule liaison. Une liaison, c'est 2 électrons. Donc ça respecte la règle du duet. Les autres atomes qui ont un numéro atomique compris entre 5 et 18 doivent respecter la règle de l'octet. Donc ils doivent avoir 8 électrons autour d'eux. Par exemple, le carbone a combien d'électrons ici? 2, c'est une liaison. 4, 6, 8. Pareil pour tous les autres atomes de carbone. Et l'atome d'oxygène a combien? 1, 2, 2 doublets, donc ça fait 2, 4 électrons. Il a 2 doublets liants et 2 doublets non liants. Donc finalement, ça fait 2, 4, 6, 8 électrons autour de lui. Donc si on avait oublié les doublets non liants, on n'aurait pas respecté la règle de l'octet. Mais on peut le faire si on veut écrire la formule développée. Donc la formule développée d'une molécule, c'est une formule dans laquelle on met tous les atomes, toutes les liaisons, mais on peut oublier les doublets non liants. Alors que dans la formule de Lewis, on met les doublets non liants. Ensuite, une façon plus simple d'écrire les choses. Donc, on met tous les atomes, comme dans la formule développée ou de Lewis, et on met toutes les liaisons aussi, sauf lesquelles? Celles qui reviennent le plus souvent. Les liaisons hydrogène. Il y a beaucoup d'hydrogène dans les molécules organiques. Donc, ce qu'on va faire, c'est que les liaisons qui contiennent un hydrogène, on ne va pas les mettre. Donc lui, on va le mettre directement sur le C, lui aussi, et lui aussi. Donc la liaison, on ne la met pas. Donc finalement, ça va faire un CH3 ici. Donc lui, le H, là, on va le mettre directement sur lui, ça va faire CH. Lui, il a 2 H sur lui, donc ça va faire un CH2, etc., etc. Donc finalement, la molécule va donner quelque chose de plus simple. Donc CH3, CH, CH3, parce qu'il y a 3 H sur lui, CH2 parce qu'il y a 2 H sur lui, lui il y a CH, et lui CH3. Et ensuite, ici, qu'est-ce qu'il y a? OH. C'est encore une liaison avec un hydrogène, donc on ne la met pas cette liaison, on met directement O avec le H. Et on peut oublier les deux doublés non liants. Moi, je préfère qu'on les mette quand même, mais dans la formule semi-développée, on peut ne pas les mettre. Ensuite, on a une formule qui est encore plus simple dans le sens où elle est plus courte à écrire. Mais il faut bien comprendre ce qu'on fait. Donc, on indique tous les atomes, sauf les atomes de carbone.
et les atomes d'hydrogène qui sont liés aux atomes de carbone, simplement aux atomes de carbone. Et on indique toutes les liaisons, sauf celles qui comportent un hydrogène. Donc c'est la formule semi-développée dans laquelle on va enlever tous les CH en fait. Par contre, la liaison, on va la garder. CH, on va enlever. La liaison, on va la garder. CH, on va enlever. La liaison, on va la garder, etc., etc. Sauf que si on met des liaisons tout en horizontale, ben on ne va pas avoir de différence. Donc on fait des zigzags. Donc on a combien de liaisons là? 1, 2, 3, 4, qui correspond à quoi? 1, 2, 3, 4. Sur le deuxième carbone, on a encore un carbone en haut, donc c'est pour ça qu'on met un petit trait ici. Et sur le quatrième carbone, on a un OH. Donc c'est pour ça qu'ici on met un OH. Donc comment est-ce qu'on lit cette molécule? Là on a une liaison. Si on a une liaison, c'est que forcément il y a un carbone ici et un carbone ici. Là on a une liaison. Donc forcément il y a un carbone ici et un carbone ici. Pareil pour ici, on a un carbone, ici on a un carbone, ici on a un carbone. Par contre faites attention, là on a une liaison, donc on a forcément ici un carbone, mais ici on n'a pas un carbone vu qu'on a déjà un oxygène. Donc quand on a déjà un atome, on ne remplace pas par un carbone. Ensuite, une fois que, si vous avez une formule topologique, vous remplissez les carbones, si vous voulez faire la formule semi-développée ou développée, et ensuite, une fois que vous avez rempli les carbones, vous n'avez plus qu'à compléter avec les hydrogènes. Vous vous souvenez qu'un carbone a forcément 4 liaisons, il est tétravalent, donc s'il est déjà pris avec sur une liaison ici, ce carbone-là, il a déjà une liaison, donc ça veut dire qu'il a forcément 3 autres liaisons. Et ces 3 autres liaisons, c'est celles qui sont cachées, c'est celles avec des hydrogènes, donc c'est forcément CH3. Ensuite, la formule brute, c'est la plus simple. Ici, on indique que les atomes et leur nombre. Donc, on a combien de carbone? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est 6. On a combien d'hydrogène? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 hydrogènes. Et on a combien d'oxygène? Un seul. Donc, quand c'est 1, on ne met rien du tout. Et on met les atomes dans l'ordre alphabétique. En général, ça donne Chomps. Ou même Chon. Ou même Chaud. Ça dépend des atomes qui constituent vos molécules. Donc voilà pour l'écriture d'une molécule. Donc maintenant, on va voir les isomères d'une molécule. Exemple pour l'hexanol. L'hexanol, qu'est-ce que c'est? C6H14O. Vous vous rendez bien compte qu'avec cette formule brute, on peut écrire cette molécule de plein de manières différentes. Exemple. On a bien 6 carbones, on a bien 14 hydrogènes, on a bien un oxygène. Je peux l'écrire aussi de cette manière-là. Donc c'est le OH qui a changé de place. OH, il est ici. Ça s'appelle un groupement hydroxyle. Je peux l'écrire comme ça. Je peux l'écrire comme ça. Donc essayez par exemple, si vous avez un petit peu de temps, essayez de trouver toutes les manières d'écrire C6H14O. Donc, ici j'ai écrit hexanol, mais ce n'est pas forcément l'hexanol pour chacun. Lui c'est un hexanol, lui aussi, etc. Mais toutes les autres molécules ne sont pas forcément des hexanols. Mais toutes ces molécules-là, ont comme point commun d'avoir le même nombre de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, C6H14O. Pourtant, ce sont des molécules qui sont totalement différentes et qui vont avoir des propriétés totalement différentes. Mais elles ont un point en commun, c'est d'avoir la même formule brute, mais une formule développée ou semi-développée différente. Et ça, c'est ce qu'on appelle des isomères, des molécules isomères. C'est comme si je vous avais dit que c'était des molécules sœurs, par exemple. Pourquoi? Parce qu'elles ont le même nombre de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Donc rappelez-vous, des molécules isomères, ce sont des molécules qui ont la même formule brute, mais des formules développées ou semi-développées différentes. Autrement dit, ce sont des atomes qui sont constitués des mêmes atomes, mais qui sont organisés d'une autre manière. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair pour tout le monde. On se voit sur une prochaine vidéo où je parlerai d'énergie de liaison. À bientôt.